Bonjour et bienvenue au podcast Québécois et Canadiens où on discute des enjeux de notre pays. Aujourd'hui, on reçoit Charles Breton, directeur du Centre d'excellence de la Fédération canadienne. On a discuté des différents sondages que le Centre fait sur l'humeur des Québécois et des Canadiennes sur différents enjeux fédéralisme. Notamment, on a parlé de leur appartenance au Canada. Bon épisode. Alors, Charles Breton, bonjour. Bien, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer avec la question suivante. Je pense que la majorité des gens au Québec se considèrent québécois. Est-ce qu'ils se considèrent également canadiens? Ah oui, tout à fait. Je veux dire, il y a plusieurs façons de mesurer ça. Mon centre a une étude annuelle là, sur plein de questions qui ont rapport au fédéralisme. C'est sur quoi on travaille, dont une qui porte sur l'attachement, une qui porte sur l'identité. La question sur l'identité que nous, on pose, qui est une question qui est souvent utilisée en sciences sociales, et une où il y a plusieurs options. Hein. Les gens se définissent de plusieurs façons, des fois un mix de deux affaires. Et donc, c'est ce que vous considérez principalement, uniquement canadien, premièrement canadien, ensuite québécois, également les deux, et l'inverse. Premièrement québécois, ensuite canadien et seulement québécois. Et contrairement à plusieurs des provinces où les gens sont plus moitié-moitié ou plus canadiens que s'identifier à leur province, au Québec, vraiment, c'est autour de 50 des Québécois qui vont dire soit seulement québécois ou premièrement québécois. Okay. Parce que seulement québécois, c'est juste 17 à peu près, là, j'y vais de mémoire, là, c'est à peu près 17-18 de gens au Québec qui disent... Exactement, on s'identifie seulement comme québécois. Mais quand on rajoute premièrement québécois et ensuite canadien, là, on a la majorité. Là, on dépasse 50 avec ça. Combien de personnes total, disons, qui ont une appartenance quelconque au Canada, à peu près en pourcentage? C'est l'inverse. C'est l'autre 50 qui va être à peu près entre les deux ou un peu va dire Canadien en premier. Il y a presque personne qui dit Canadien seulement au Québec. C'est vrai dans toutes les provinces, cela dit. Hein? Canadien seulement. À part en Ontario, puis je veux dire, surtout sur ces questions-là, souvent, oui, le Québec est différent. C'est la seule province où il y a une majorité de gens qui vont choisir la province en premier ou uniquement. Mais c'est vraiment aussi l'Ontario qui est différent souvent sur ces questions-là, où l'appartenance à la province, c'est pas quelque chose... c'est un peu abstrait pour un Ontarien, l'appartenance à la province, parce que dans leur tête, c'est quoi... C'est pas mal nous qui décidons tout ici, là. Je vois pas la différence. Bon, je caricature, là, mais c'est sûr que c'est plus l'Ontarien qui est différent du reste du Canada sur certaines de ces questions-là. Puis j'imagine que ceux qui sont seulement québécois... Puis ceux qui sont souverainistes, ils doivent avoir des... Ben ça se ressemble. Je veux dire, c'est le 1 pour 1 quasiment. Puis tu sais, sur la souveraineté, ça, c'est une autre question. Bon, on peut en parler. Les gens qui se définissent comme souverainistes, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est pas la même chose que de dire, allez-vous voter oui ou non au référendum. Des gens, quand on leur donne l'option de dire... Encore une fois, c'est une question qu'on pose, nous, dans le sondage, qui diffère un peu, encore une fois, du oui et non pour différentes raisons. Puis je peux expliquer pourquoi on pose cette question-là plutôt que oui ou non. Quand on demande comment vous vous définissez, puis que les options, c'est principalement fédéraliste, principalement souverainiste, entre les deux, ni un ni l'autre, la majorité des Québécois sont dans les deux dernières catégories. Entre les deux ou ni un ni l'autre. Principalement fédéraliste, principalement souverainiste, c'est la même chose. C'est autour de 20 dans les deux cas. Puis ça bouge pas. Ça bouge de 1 ou 2 d'une année à l'autre. Nous, on est rendu à 7 ans à poser les mêmes questions à chaque année. Fait qu'on est capable de dire, là, sur 7 ans, ça n'a pas bougé beaucoup. On se rajoute de 1, on baisse de 1. Mais quand on offre l'option, c'est vraiment juste 20 des Québécois qui vont dire principalement souverainiste. Et si on est fédéraliste, il ne faut pas trop se réjouir de ça parce que c'est aussi juste 20 qui vont dire principalement fédéraliste. Le jour où il y a un référendum, les gens qui sont entre les deux ou ni un ni l'autre, il va falloir qu'ils choisissent une des deux options. Mais pour le moment, quand on leur demande instinctivement où vous êtes, c'est à peu près la moitié des Québécois qui sont qui prennent aucune des deux étiquettes. Puis pourquoi faire la distinction? C'est que pour moi, la question de oui ou non maintenant, elle ne sert pas à grand-chose la journée où il y a une campagne référendaire. Dans le sens où j'ai l'impression, ça nous donne un baseline, là, comme on dirait en anglais, mais une campagne référendaire où tout le monde doit se faire une tête sur une question aussi difficile, aussi complexe. Dans ma tête, ça peut aller sur un bord puis sur l'autre. Puis de savoir que, bon, c'est stable à, disons, 30, 32, là, autour de ça, là, disons. De savoir ça, bon, c'était le Parti québécois, ça doit t'informer un peu, mais je pense que ça nous en dit pas tant que ça sur... Qu'est-ce qui arrive une fois que la dynamique référendaire est lancée? Je trouve ça plus utile de savoir l'état des lieux présentement. C'est pas une question oui ou non. C'est quand tu as différents éventails, où est-ce que tu te places? Entre autres, pour essayer de comprendre la politique d'aujourd'hui. Oui, parce que
c'est ça. Je pense les souverainistes, eux autres, ceux qui se définissent aujourd'hui principalement souverainistes, c'est sûr qu'ils vont voter oui durant un référendum. Ceux qui se définissent comme fédéralistes aujourd'hui, c'est sûr qu'ils vont voter non durant un référendum. Puis après ça, c'est entre les deux. Puis j'imagine comme n'importe quel sondage politique, là, on a des sondages qui sont sortis la dernière semaine sur les intentions de vote aux prochaines élections provinciales. Ça vaut ce que ça vaut. Là. On ne sait pas ça va être quoi exact, dans 6 mois. Mais il est important de dire, par exemple, et puis ça, c'est quelque chose que je dis toujours quand je parle de ces données-là, nous, quand on travaille en sciences sociales avec des questions de sondage, des fois, c'est un peu, comment dire, ça devient un peu fâchant parce que nous, on est habitués à ce que les choses ne bougent pas. Parce que les choses qu'on mesure sont souvent beaucoup plus fondamentales que des intentions de vote. Les intentions de vote, ça bouge. Tu sais, des trucs, on l'a vu au fédéral, on le voit présentement, le PQ qui était mort, qui revient, ça remonte de 20 dans un an, là, j'exagère, mais la plupart des choses qu'on mesure en sciences sociales, ça ne bouge pas de 20 en 6 mois. C'est pas des intentions de vote. Si t'es catholique, tu vas être catholique dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans. Puis même pour la souveraineté, même sur l'identification au Québec. Tu sais, je te donnais l'exemple de ceux qui se disent principalement québécois, ensuite canadiens. Sur les 7 ans qu'on a, ça n'a pas changé cette proportion. Elle n'a pas changé cette proportion-là. Ça ne bouge pas. Et ça, c'est fâchant quand vient le temps, entre autres, pour le travail que moi je fais. Des fois, on aimerait ça que les médias regardent ce qu'on fait. Puis là, ils nous disent, bien, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Il n'y a rien d'étonnant. Ça n'a pas changé. Si ça change du jour au lendemain, il y a plus de chances qu'on se soit trompé dans nos données que ce qui est vraiment quelque chose qui se soit passé. Ça ne... Parce que c'est des valeurs fondamentales. Exact. C'est ça. C'est parce que voter oui ou non pour un référendum, il y a un paquet de circonstances qui peuvent arriver. Bon, on parlait de Meach ou de Charlottetown qui est arrivé, une frustration, un mauvais dossier, un mauvais premier ministre du Canada, un accrochage avec une autre province. Ça, c'est toutes des choses circonstancielles qui peuvent influencer la semaine prochaine pour qui je vais voter oui ou je vais voter non. Mais l'appartenance canadienne, c'est une valeur fondamentale. Si tu te reconnais dans le drapeau canadien, même juste un petit peu, ben ça, c'est quelque chose sûrement que tu vas garder toute ta vie. Tu sais, j'exagère quand je dis que rien change. Tu sais, ça va changer, mais ça va changer un petit peu, puis c'est sur le long terme. Tu sais, je vais donner un exemple. La fierté envers le pays, ce qui est pas exactement une identification. Tu sais, tu peux t'identifier au Québec en premier, mais quand même être fier du Canada. Bien ça, avec Trump, on l'a vu même au Québec. La fierté envers le Canada, elle a augmenté. Puis c'est en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Elle n'a pas augmenté de beaucoup, là. On n'est pas passé ça n'a pas changé de 20 mais elle a augmenté. Puis c'est un changement réel. Mais en même temps, il est fort probable que dans 2 ans, 3 ans, ça allait redescendu à des niveaux qui sont plus semblables à ce qui se passait dans le passé. Puis dans les derniers mois, on a entendu, là, peut-être un peu moins depuis le dernier sondage, mais on entendait qu'il y avait un relent d'intérêt pour la souveraineté du Québec. Est-ce que c'est ce que vous avez vu dans vos chiffres? Non, il y a plusieurs choses ici à dire. Bon, premièrement, tu sais, moi, le travail qu'on est en train de le faire, je le fais souvent au Canada anglais. Je donne des entrevues comme ça, puis je fais des présentations au Canada anglais. Puis c'est la première chose que j'explique au Canada anglais, qui je pense est assez bien compris au Québec, mais que ça mérite d'être rappelé assez régulièrement, c'est que les intentions de vote pour le PQ n'est pas égale à l'appui à la souveraineté. Ouais. C'est 2 choses différentes. Il y a un lien, c'est pas complètement séparé, mais ce n'est pas la même chose. Le regain envers la souveraineté, nous, on ne le voit pas dans nos données. Encore une fois, la question qu'on pose, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas changé. Je pense que maintenant, il y a eu un moment cet été, on en a parlé beaucoup, entre autres chez les jeunes, puis je pense qu'avec le temps, ce qui s'est avéré, c'est que les sondages de l'été étaient un peu une exception. On a fait grand cas de ces sondages-là, je pense que c'était 2 ou 3, là, à interviewer des gens. Tu sais, je me souviens d'un article dans la presse où on demandait à Guillaume Rousseau, entre autres, d'essayer d'expliquer l'évolution chez les jeunes sur la base d'un sondage. Et là, Guillaume Rousseau, bien entendu, parlait de ça doit être les questions d'identitaire, les jeunes s'identifient à ça soudainement. Là, attendez une minute, là, on est en train d'essayer d'expliquer les résultats à un seul sondage avec un échantillon de, je sais pas, 1000 personnes. Est-ce qu'on peut entendre en avoir comme 5-6 qui nous montrent la même tendance? Puis là, on essaiera sociologiquement d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et finalement, je pense qu'on s'est rendu compte que c'était un petit blip dans le sondage. Les sondages sont bons 19 fois sur 20, c'était peut-être l'autre fois. Alors que finalement, ça me semble assez stable. Claire Durand a fait beaucoup de travail là-dessus. Ça me semble assez stable autour de 30 je dirais. Là. OK, c'est ça. Fait que, encore là, la même base. Ouais. Puis c'est toujours ça. Là, je me souviens, il y avait eu une chanson TikTok, je pense, qui avait été virale chez les jeunes. Et là, soudainement, il y a eu un engouement chez les jeunes. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Puis, tu sais, pour vrai, les jeunes, puis encore une fois, je m'adresse à la fois aux souverainistes et aux fédéralistes.
c'est pas parce qu'ils sont pas souverainistes, les jeunes, qui sont fédéralistes. Moi, ce que je vois dans ce que j'ai, là, dans mes données, sur toutes les questions, puis c'est vrai sur plusieurs trucs, les jeunes 18-25 ans, là, la plupart sur ces questions-là, souvent, ils le savent pas encore. Ils sont pas un bord, ils sont pas sur l'autre, ils le savent pas encore. Ils sont encore en train de se former sociologiquement sur ces questions-là. Puis je le vois, moi j'ai accès à mes chiffres pour le podcast, puis beaucoup du contenu, surtout quand c'est très fédéraliste, souverainiste, c'est très 35 plus, 40, 45 plus, même plus 65 aussi, ça score beaucoup, parce que je pense que c'est des questions... Tu sais, comme moi, durant le référendum de 95, j'avais 6 ans. Fait que j'ai compris un peu ce qui se passait parce que je demandais à ma mère c'est quoi qui se passe, puis elle m'expliquait ça en mots qu'un enfant de 6 ans peut comprendre. Mais quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui a voté au référendum de 95, probablement que ces questions-là aujourd'hui sont plus marquées dans son il y a esprit. des automatismes, il y a des réflexions que cette personne-là a déjà eues, que les jeunes n'ont pas ont jamais eu à avoir. Donc, fait que, c'est vraiment intéressant. Puis, fait que là, fédéraliste, souverainiste, ça reste assez stable. Appartenance au Canada, ça reste assez stable. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que les autres provinces, l'appartenance au Canada... est-ce que c'est assez stable aussi? Puis ça ressemble à quoi, les gens qui sont c'est ça, comme canadiens? je disais, puis on pose aussi des questions envers l'attachement. Tu peux t'identifier comme Québécois premier, mais être attaché au Canada. On pose des questions sur l'attachement aussi. Puis on voit, quand on regarde toutes les provinces là, sur ces questions-là, c'est sûr que le Québec est différent. C'est sûr que s'identifier comme Québécois, être attaché à sa province en premier, par rapport à l'attachement au Canada, c'est sûr que les Québécois sont différents, que le Québec est différent. Il y a beaucoup plus grands attachements à la province qu'au pays. Et c'est vrai dans 2 autres endroits au pays. C'est vrai à Terre-Neuve, où les gens... Non, même pas. Même pas, c'est ça. Puis ça, c'est surprenant. Bien, il y a des choses qui sont vraies en Alberta qui ressemblent au Québec aussi, mais pas là-dessus. Okay. C'est vrai à Terre-Neuve, puis c'est vrai dans le Nord, quand on demande aux gens dans les territoires, où il y a un attachement plus grand chez les Terre-Neuviens envers Terre-Neuve qu'envers le Canada. Moins marqué qu'au Québec. La différence est moins grande qu'au Québec, mais c'est le cas. Partout ailleurs, l'attachement est plus grand envers le Canada qu'envers la province. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés à leur province. Là. Je ne dis pas qu'on passe de 70 à 20. Là. C'est juste que l'attachement très attaché au pays est plus grand que dans les provinces. Puis c'est pas mal similaire dans ce qui a trait à l'identification. Encore une fois, l'Ontario est un peu à part parce que la façon de percevoir ça en Ontario est très, très, très différente. Puis j'imagine que, parce que vous posez aussi des questions sur un désir de décentralisation, de centralisation, est-ce que Ottawa devrait prendre plus de place ou moins de place? J'imagine que l'appartenance canadienne, ceux qui se considèrent d'abord et avant tout canadiens, ces gens-là ont tendance à vouloir un gouvernement plus centralisateur ou pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est sûr que le désir de décentralisation au sein de la population, là, il se vit dans d'autres provinces. Là, c'est différent. C'est au Québec, ça, c'est clair. Puis, dans celle que tu as nommée, en Alberta, en Saskatchewan, ce désir-là est très fort. Quand on demande est-ce que vous pensez que la province devrait s'occuper de plus de choses dont le fédéral s'occupe présentement, c'est clair, en Alberta, en Saskatchewan, au Québec, c'est les 3 provinces où c'est plus fort. Quoi qu'il faut dire que le Québec, quand le pourcentage de gens qui disent que le Québec devrait s'occuper de plus de choses dont le fédéral s'occupe présentement est plus bas qu'en Alberta et en Saskatchewan. Mais il faut dire que c'est parce que le Québec n'est pas au même endroit non plus. C'est-à-dire qu'au Québec, le Québec s'occupe déjà de plus de choses que dans les autres provinces. Donc, tu sais, c'est comme en demander encore plus, alors qu'on part pas pour reprendre la même ligne de départ. Exactement. C'est intéressant de dire, par exemple, que moi, ce qui m'intéresse le plus dans ces questions de décentralisation-là, présentement, entre autres, c'est la différence entre l'opinion publique et ce qui se passe au niveau des élites puis des premiers ministres, par exemple. Clairement, il y a un mouvement entre, et on l'a vu là, dernièrement avec 2 trucs, Saskatchewan, Alberta, Québec, Ontario sur la nomination des juges, une lettre conjointe des premiers ministres pour demander formellement plus d'une voix au chapitre dans la nomination des juges. À la Cour suprême sur la loi 21, l'utilisation de la clause dérogatoire. Les 4 provinces un peu du même côté de cette question-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, on le voit dans l'opinion publique de 3 de ces 4 provinces-là. En Ontario, il n'y a pas ça dans l'opinion publique. Ça, c'est vraiment le côté conservateur du premier ministre Doug Ford de faire alliance avec les 3 autres provinces parce qu'au niveau de la population, pour me répéter, en Ontario, il n'y a pas un désir de décentralisation. S'il y a de quoi, c'est vraiment la province où on va dire, surtout du côté, disons, de la gauche en Ontario, beaucoup plus propice de dire Ottawa devrait s'occuper de tout. Fait que, si on résume ce que vous venez de dire, Québec, Alberta, Saskatchewan, il y a une volonté, tant au niveau de la classe politique que de la population, d'avoir une décentralisation des pouvoirs d'Ottawa.
Ontario, la classe politique en parle, en tout cas, le parti au pouvoir en veut. Mais la population n'a pas vraiment d'intérêt. Mais ça ne vient pas d'une demande, définitivement pas, non, exactement. D'ailleurs, on a reçu, je pense que vous le connaissez, Olivier Jacques, qui parlait justement de comment est-ce qu'on règle le déséquilibre fiscal, puis l'approche plus social-démocrate, qui est comme, tant qu'à avoir de l'argent à Ottawa, utilisons-le pour redistribuer la richesse. Je pense qu'il y a peut-être plus cette approche-là aussi de dire, gardons l'argent à Ottawa, redistribuons la richesse, assurons-nous d'avoir des programmes sociaux plus solides partout plutôt que laisser ça aux provinces. Oui, non, exactement. Fait que, mais très intéressant. Puis j'imagine aussi ça doit. Est-ce que la classe politique, je ne sais pas si vous avez regardé ça, est-ce que la classe politique a un impact, ça doit avoir un certain impact sur l'opinion publique? Tu sais, comme exemple, là, on a un gouvernement en Alberta, par exemple, qui est très, très confrontant avec Ottawa. J'imagine que ça a un impact sur la population. Les deux se nourrissent. Il y a un truc qui, moi, à la fois m'inquiète et me dérange, c'est... Puis que je trouve que là, c'est vraiment la classe politique qui nourrit l'opinion publique en Alberta et en Saskatchewan, mais surtout en Alberta. C'est que souvent, les demandes de la première ministre Smith viennent avec une mention du Québec. Viennent toujours avec, mais pas de s'ils sont capables, on devrait nous autres aussi pouvoir être capables, prenons notre futur en main. Il y a toujours une espèce, il y a toujours la péréquation là, qui vient jouer un rôle là-dedans. Là. Puis il y a toujours cette espèce de sous-entendu que le Québec bénéficie des largesses d'Ottawa alors que nous, on est ignorés. Puis ça, on le ressent dans la population. Quand on demande dans nos sondages s'il y a une province qui ne contribue pas à sa juste part, les Albertains vont dire « Ah oui, il y en a une, puis c'est le Québec ». Tu sais, ça peut être insidieux aussi. Là, et donc, on sent cette espèce de ressentiment envers la façon dont la fédération fonctionne. Puis pas juste de la façon dont Ottawa gère les choses, mais ce que le Québec reçoit. Puis ça vient pas de la base. Tu sais, ça vient vraiment de la façon dont, à la tête de la province, on présente les enjeux. Hein, le Québec bénéficie et profite de la péréquation, profite de l'argent des Albertains. C'est souvent dans ces termes-là dont la première ministre Smith parle de ces enjeux-là, alors qu'elle n'a pas besoin de le faire. T'sais, elle pourrait tout simplement dire « Regardez ce que le Québec fait, puis regardons ça comme un exemple positif d'autonomie. » On va aller chercher de plus, exactement. C'est ça, exact, plutôt qu'instrumentaliser. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, comme je dis, quand tu disais est-ce que ça a un impact ce que l'élite fait sur l'opinion publique, là-dessus, je pense que c'est clairement ça qui s'est passé. Est-ce qu'il y a beaucoup de provinces qui ont quand même un taux élevé de ressentiment vers le Québec? On le voit surtout, encore une fois, Saskatchewan, Alberta, un petit peu Terre-Neuve. Nous, on pose plusieurs questions dans le sondage qui ont attrait à la place, la façon dont les gens perçoivent le rôle de leur province dans la fédération. Est-ce que votre province a assez d'influence? Est-ce qu'elle reçoit le niveau de financement du fédéral qu'elle devrait? Est-ce qu'elle contribue plus ou moins que sa juste part? Est-ce que les autres provinces contribuent plus ou leur? Puis là, on met tout ça ensemble. Puis aussi, est-ce que votre province a une culture distincte qui est mal comprise dans le reste du pays? Puis on met tout ça ensemble, puis on forme ce qu'on appelait un indice de ressentiment. Puis on voit que dans le temps, cet indice-là est assez stable, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Très élevé dans les prairies, à Terre-Neuve. Le Québec se retrouve à peu près en mi-peloton, là, avec le Manitoba, la Colombie-Britannique, pas des provinces qu'on associe vraiment à un mouvement autonomiste. Mais c'est vraiment l'Alberta, Saskatchewan, un peu Terre-Neuve. Terre-Neuve pour des raisons culturelles. Hein. La question que je disais, tu sais, ma province a une culture qui est mal comprise dans le reste du pays. Ça, à Terre-Neuve, c'est très fort. Donc, donc voilà. Et encore une fois, comme je le disais, c'est ça. La question de ma province contribue plus que sa juste part, très fort en Alberta, en Saskatchewan, et le Québec ne contribue pas à sa juste part. Puis même, on posait la question, si le Québec avait à se séparer, est-ce que ça vous dérangerait? Puis on a comparé avec des données de 2003 sur la même question qui venait d'un autre projet. On voit que entre 2003 puis l'an dernier, quand on a posé cette question-là, la proportion de gens qui disent « ça me dérangerait pas », en Alberta puis en Saskatchewan, elle a beaucoup augmenté. Dans les autres provinces? Dans les autres provinces, c'est assez stable, mais dans ces deux provinces-là, puis tu sais, je veux dire, c'est une minorité là, qui dit que ça me dérangerait vraiment pas, mais on voit qu'en Alberta, en Saskatchewan, ça a beaucoup augmenté. Donc, c'est un peu ce discours-là de l'élite qui transparaît, qui percole jusqu'à l'opinion publique. Oui, parce que je pense que, surtout en Alberta, je connais un peu moins la Saskatchewan, mais je pense qu'il y a c'est du populisme. Fait que on essaie de trouver des coupables pour tous les problèmes de la Terre. C'est une place qui avait... Je sais pas s'ils en ont une maintenant, mais jusqu'à tout récemment, en tout cas, il n'y avait pas de taxe de vente. Non, ils n'en ont pas. Fait qu'ils ont un régime fiscal très, très avantageux. Puis là, on a un déficit, ça n'a pas d'allure. C'est de la faute de qui? C'est de la faute du Québec parce que X milliards de dollars s'en va là-bas. Oui, puis aussi, dans toutes les publications
là, j'exagère. J'ai pas fait un recensement complet, mais vous remarquerez que quand l'Alberta et la Saskatchewan parlent, surtout l'Alberta parle de péréquation, ils vont toujours dire, ils vont pas donner le montant per capita que le Québec reçoit. C'est toujours le montant total. Je pense que par capita, on est ceux qui en reçoivent le moins. Le moins, exactement. Bien oui, bien entendu, mais c'est ça. Le régime est en faillite, là, c'est ça. Exact. Et je pense justement, c'est Olivier Jacques qui disait ça. Il disait si l'Ontario en avait, là, on serait tous dans le trouble. Là. Mais c'est très, très intéressant. Puis là, est-ce que vous sondez pour le français, parce que ça, je sais que c'est une chose qui revient souvent aussi, c'est le français menacé au Québec. Est-ce que vous sondez la perception de la menace du français hors Québec aussi? Oui, on l'a fait juste une fois, ça. On l'a pas fait en suivi. Bon, c'est clair que c'était pas au Québec, c'était pas comme au Québec où ça se tient, c'est au-dessus de 70 là, Qui pense que le français est menacé. Qui pense que le français est menacé. C'est assez stable. Là. Ça a augmenté puis ça s'est stabilisé au-dessus de 70 ce qui est plus que quand on me posait la question, encore une fois, des fois, parce qu'on fait ça en partenariat avec Environix, eux, ils ont des données des fois qui remontent très, très loin. Quand on posait cette question-là dans les années 90, on était même juste un petit peu au-dessus de 55, je pense, si je me souviens bien. Là. Fait que on atteint des niveaux qui n'étaient pas atteints avant. Fait qu'aujourd'hui, une perception que le français est plus que dans les années 90. Et quand même. Hein? Oui, tout à fait. Et ça, c'est important de le mentionner, là, parce que dans les politiques publiques, je pense que ça ressort fortement. Donc, c'est sûr que dans le reste du pays, c'était pas ça. Là. Je me souviens plus des pourcentages exacts, mais c'était moins que la majorité. Là. OK. Pour la perception que le français était menacé au Québec. Puis même parmi les... OK, au Québec. Est-ce qu'on regarde non, mais hors Québec? Je pense que les gens le savent pas, pour être honnête. Okay. Je pense que si on posait cette question-là aux Canadiens anglais dans le reste du pays, ils ne sauraient pas. Puis même au Québec, quand on leur pose ça, ils n'ont pas... C'était juste pour avoir une espèce d'élément comparatif, si on veut, là, mais je pense que les gens n'ont pas... Puis le problème qu'on a avec les minorités hors Québec, c'est que quand on pose cette question-là dans les sondages, c'est un problème d'échantillon. On en a, mais il n'y en a pas assez pour faire des conclusions. Oui, puis j'imagine que les communautés francophones au Manitoba doivent se sentir menacées. Ah, bien, c'est sûr. Puis je veux dire, je pense qu'il y a place à débat sur est-ce que la langue française est menacée au Québec. Hein? Bon, c'est des perceptions, puis on peut débattre est-ce que cette perception est juste ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas place à débat sur est-ce que le Québec est-ce que le français est menacé dans le reste du Canada. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Tout à fait, il est toujours menacé. Mais c'est intéressant que ça augmente parce que moi, ce que j'ai constaté, ou en tout cas c'est ma perception, dans les dernières années, c'est que ça a été beaucoup instrumentalisé. Hein? Quand on ne sait pas trop, on fait une loi sur quoi. Puis là, on a reçu Éric Poirier, l'épisode de préparation un petit peu avant le tien. Mais essentiellement, il m'a parlé des indicateurs, tout ça qu'on pouvait analyser là-dessus. Mais je pense qu'au-delà de l'analyse plus technique de ça, la classe politique en a profité pour faire le plein de peur un peu. Oui, bien, puis tu sais, il y a la poule et l'œuf là-dedans, là, mais je pense que... Je pense que ce pourcentage-là de la population qui pense que le français est menacé peut-être augmente parce qu'on légifère puis on parle de ça, mais je pense que on légifère puis on est capable d'en parler puis de mousser ça parce que les gens, il y a comme quelque chose que les gens ressentent vraiment là, dans la vie de tous les jours parce que sinon, je pense qu'on n'en serait pas là. Ouais, mais... je pense que c'est un peu le propre d'un politicien habile, c'est qu'ils sont capables, comme là en ce moment, c'est le coût de la vie. Là, peu importe c'est quoi les solutions, c'est toujours, on dit ça va régler le coût de la vie. Puis ça, juste pour te prendre au bon là-dessus sur le coût de la vie, ça c'est intéressant. Quand je disais, je fais ça des fois au Canada anglais, puis au Canada anglais, souvent ce que je vais essayer de montrer essayer de leur faire comprendre que le Québec est très différent sur certains trucs et moins sur d'autres. Entre autres, là-dessus, on a une question ouverte dans le sondage qui demande c'est quoi l'enjeu le plus important pour vous aujourd'hui? Puis, tu sais, le Québec, là, n'est pas différent des autres provinces. Là. Ils vont dire le coût de la vie, ils vont dire Trump. Tu sais, il n'y a personne. Puis là, les Canadiens anglais, ils sont quand même étonnés. Ils vont dire c'est pas l'immigration. Ben non, je dis, c'est pas l'immigration l'enjeu numéro 1 au Québec. C'est la même chose. C'est que le gaz est à 2 piastres. Exact. Puis c'est Trump. Tu sais, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, là. C'est ça. Mais le logement, tu sais, c'est ça. Pour revenir vite là-dessus, c'est quoi les. Fait que c'est quoi? C'est le coût de la vie, Trump, logement. C'est exactement ça. Dans toutes les provinces, c'est les top 3 à part certaines provinces plus vieillissantes où il va y avoir la santé. Quand on va dans l'Atlantique, entre autres, santé va peut-être être égale au niveau 3. Puis nous, cette question-là, c'est une question ouverte. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Puis après ça, on recense ça dans des grandes catégories. Mais essentiellement, c'est ces 3 affaires-là à la grandeur du pays. Ah, OK. C'est intéressant. Puis là, on a parlé du français, mais aussi on peut parler de laïcité. Parce que une des choses qui a été mise beaucoup de l'avant par le gouvernement
caquiste, c'est de dire la loi 21 a l'appui universel des Québécois pratiquement. Là, c'est une loi que tous les Québécois veulent. Puis ils veulent la laïcité, donc ils veulent la loi 21. Vous autres, vous avez évalué là, l'appui populaire. Ben, en fait, c'est une question très difficile d'un point de vue de sondage. Puis s'il y a un truc là-dessus qui, moi, me dérange, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de données. Je trouve que là-dessus, on n'a pas assez de données pour différentes raisons. La première étant que c'est pas facile à mesurer de façon de la bonne façon. L'instrument de mesure sur l'appui à la loi 21 ou à la laïcité est difficile à concevoir d'un point de vue de sondage. Nous, on a fait ce travail-là, pas avec Confederation of Tomorrow, mais moi, entre autres, personnellement, ma formation de politologue est en méthode quantitative sur les questions d'immigration. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là avant le poste que j'occupe présentement. Et donc, j'avais commencé à construire avec d'autres une façon de mesurer ça. Et on a des données qui remontent jusqu'à 2022, mais ça commence à dater 2022 avec un instrument en particulier qui nous servait à mesurer ça. Et je trouve que depuis ce temps-là, et nous, dans le fond, essentiellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait un symbole, un dessin, de la façon la plus neutre possible, c'est-à-dire que c'est pas une photo de quelqu'un, c'est vraiment un dessin de différents symboles religieux. Puis on disait, ben voici un symbole. On le nomme pas parce que, tu sais, on pose une question puis on dit, êtes-vous pour ou contre le hijab? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un hijab? Qu'est-ce que les gens ont en tête quand tu leur... C'est l'intégrale ou c'est... Exactement, c'est ça. Déjà là, on a un problème. Donc nous, on disait, on va pas utiliser aucun mot, on va juste montrer une image. Voici l'image. Dans quel scénario est-ce que vous pensez que ce symbole-là devrait être interdit? Puis là, il y avait différents scénarios. Là, Bouchard-Taylor, les gens en position de... Ben, on disait pas Bouchard-Taylor, là, on disait juge, policier, gardien de prison, enseignant d'école publique, élève dans une école publique, dans la rue. Tu sais, vraiment, on poussait ça au maximum. Là. Et là, les gens devaient sélectionner pour chacun des symboles qu'on montrait. Puis à partir de ça, ce qu'on montrait, encore une fois, on remonte en 2022, c'est qu'il y avait... encore une fois, c'est quoi un consensus? Bon, on peut se questionner là-dessus. C'est clair que sur le principe de la laïcité, je pense, il y a un consensus au Québec. Là où moi, j'ai un problème, c'est quand le gouvernement actuel ou les gens qui défendent la loi 21 disent « Et donc, par conséquent, l'application de la laïcité... » La façon dont on a eu de concevoir la laïcité, c'est la loi 21, et donc il y a un consensus sur la loi 21 aussi. Là, je dis, ben moi, je sais pas, je le vois pas, le consensus. C'est-à-dire que les données qu'on a montrent que pour Bouchard-Taylor, on est à 70 % d'appui. Puis quand on ajoute les professeurs, les enseignantes et les enseignants des écoles publiques, bien là, on est plus autour de 50, 52. C'est un consensus, 50, 52? Moi, je dirais que non. On peut en débattre. Puis là, quand on l'étend encore plus... Personne sur deux qui n'est pas d'accord, là, c'est ça. Bien, en tout cas, autour de, tu sais... encore une fois, je dis, moi, c'est des données que j'ai de 2022, ça a peut-être changé. Et c'est là le problème, on ne le sait pas. Et là, la CAQ et les gens qui appuient la loi 21 dans ce qu'elle est, puis la nouvelle loi, là, j'oublie toujours le numéro, mais d'étendre ça aux éducatrices en CP1. Bon, ils disent, il y a un consensus, il y a un consensus. C'est comme si à force de répéter qu'il y a un consensus, il y en a un, mais non. Puis je trouve qu'il nous manque de données. Tu sais, il nous manque de données de bonnes données, à savoir... C'est quoi l'état des lieux de l'opinion publique sur cette question-là? Ce qui m'apparaît être... Je dis pas que ça devrait décider de tout. Je dis pas que c'est ça qui devrait déterminer est-ce qu'on a la loi 21 ou pas. Je dis juste que c'est un élément de réponse, un élément d'information qu'on devrait avoir, et je trouve que celui-là, on l'a pas. On est supposé... Si on renouvelle la clause dérogatoire sur la loi 21 à chaque 5 ans, on est supposé, je sais pas moi, avoir un nouveau débat de société sur la loi. Fait qu'on peut pas juste dire, ben il y a un consensus, on va le renouveler. Je pense qu'il faut avoir, puis ça, je trouve que ça nous manque. Peut-être que moi, je suis à blâmer moi-même là-dedans parce que j'ai pas de nouvelles données, mais ça coûte de l'argent. Alors, j'en appelle à tous les sondeurs du Québec de réfléchir à comment bien mesurer ça pour, encore une fois, donner cette information-là au reste. Parce que, tu sais, les gens dans la vie de tous les jours, ils entendent ça, il y a un consensus, mais ils disent, bon, ben, il doit y avoir un consensus. Non, mais je pense que Bouchard-Taylor a fait une bonne job. Il a vraiment été partout. Puis je pense qu'il avait dégagé ce qui semble être le cas dans non, puis ça a peut-être évolué. Je ne dis pas qu'on a besoin de faire un Bouchard-Taylor à tous les 10 ans, mais ils avaient fait un travail remarquable. Ouais. Je pense que 70 de façon anecdotique, je pense que ça va de l'air bien. Là, juge, gardien de prison, policier, des positions en autorité. C'était ce qui dégageait de ça. Ce que je pense que marquait avec la loi 21, c'est qu'on a décidé d'aller une étape plus loin puis de mettre ça dans les écoles aussi. Fait que là, il y avait des impacts
des gens ne pouvaient pas devenir enseignants, par exemple, à cause de ça. Fait. Un peu particulier. Puis, tu parlais de ton expertise en matière d'immigration. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, justement, parce que c'est relié ou non à la loi 21. Là. Mais la perception de l'immigration au Québec, ça ressemble à quoi? Bien, tu sais, ça, encore une fois, tu sais, il y a des limites à ce que les questions de sondage font. Ça, c'est... Par contre, je vais dire, ça, c'est ma question préférée quand je présente ça dans le Canada anglais, parce qu'encore une fois, tu sais, quand on est souvent au Canada anglais, on essaie de faire un peu la part des choses, puis de dire, d'essayer de présenter, il y a beaucoup, surtout dans les milieux plus, disons, de gauche au Canada anglais, la loi 21, c'est une loi raciste, c'est une loi islamophobe. Non, tu sais, je l'ai dit, là, il y a des limites à ce que faire dire à la loi 21 ce qu'elle ne dit pas. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que si tu es contre la loi, tu es pour la loi 21, tu es islamophobe ou bon. Et donc, il y a une question, puis là, encore une fois, c'est les collègues d'Environix qui nous permettent de faire ça. Il y a une question qu'Environix pose depuis les années, il me semble que c'est début des années 80. Là, ça fait très, très, très longtemps. C'est une question qui dit, c'est oui ou non, là. C'est, est-ce qu'il y a trop d'immigrants au Canada? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a-t-il trop d'immigrants au Canada? Oui ou non? Et pendant toute la première décennie, même 15 ans de cette question-là, de début des années 80 jusqu'à la puis là, j'y vais de mémoire, là, jusqu'à la mi-95, il y avait plus de gens qui disaient oui, il y a trop d'immigrants que non. En 95, ça s'est mis les deux lignes se sont croisées. On parle Québec, ça. Là, je te parle... Canada. C'était similaire au Québec. Les pourcentages n'étaient pas exactement les mêmes, là, mais les tendances générales étaient exactement les mêmes. Okay. De 1995, peut-être un peu plus, 98-99, jusqu'à 2023, la proportion de gens qui disaient non, il n'y a pas trop d'immigrants était plus grande que la proportion qui disent oui, il y en a trop. Et c'était vrai au Québec aussi. C'était pas différent. Encore une fois, la proportion était peut-être un petit peu plus basse au Québec, qui disait non, il y en a pas trop, mais c'était quand même plus grand que ceux qui disent oui, il y en a trop. Et en 2023, et ça, tu sais, je parlais tantôt des choses qui changent rarement drastiquement. J'ai rarement vu un changement aussi drastique que celui qui s'est opéré en 2023 puis qui continue en 2024 puis qui se stabilise en 2025, où les lignes se recroisent à nouveau dans tout le Canada, y compris au Québec, où soudainement, les gens vont dire « oui, il y a trop d'immigrants ». Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 2 ans, entre autres 2023-2024, 2025, ça s'est stabilisé, c'est au Québec où la proportion qui disent oui, il y en a trop est la plus petite. OK, au reste du Canada. Que dans le reste du Canada. Et là, je présente toutes les provinces, puis je dis, voyez, toutes les provinces sont plus anti-immigrants que le Québec. Sur cette question-là, c'est juste une question. Ouais. Mais, et donc, c'est toujours un peu frappant. Tout le monde fait, oh mon Dieu, tout le monde est... Mais oui, donc, sur cette question-là, je dois dire, il y a un truc qui me fait peut-être tempérer, si on veut, c'est que la question est, il y a trop d'immigrants au Canada. Ouais. Bon, le Québec fait partie du Canada, là. Ouais. Si on demandait, il y a trop d'immigrants au Québec, moi, je pense pas que ça bougerait, mais ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, si on posait cette question-là avec le Québec. Mais tout ça étant pour dire que les grands mouvements qu'on voit à travers le pays sur cette question-là, le Québec suit le reste. Il n'y a pas de différence entre le Québec. Puis s'il y en a une, c'est que présentement, le Québec est moins, encore une fois, c'est juste une question, anti-immigration que le reste du pays. Oui, c'est intéressant parce que je me rappelle la fameuse question du débat des chefs. Ouais. Je pense que c'est le 4 ans. Là, we all know Québec has a racism problem. Quelque chose d'hypothèse, c'était que le Québec avait un problème avec le racisme. Puis il y avait vraiment cette perception-là qu'on était anti-migrants parce que dès... Donc, il y a 2-3 ans, avec Roxham puis tout ça, les Québécois s'étaient mis à dire ben là, on a trop de réfugiés, il y a un problème, tout ça. Là, ils ont dit OK, on va les répartir, les réfugiés. Là, toutes les provinces, finalement, il n'y a plus personne. Exactement. Tout le monde dit oh, mais non, ça ne marche pas comme ça. Fait que là, oui, tout à fait. Puis la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, je me souviens, c'était les 2 premières à dire oh, wow, un instant. Exact. Ça n'a pas d'allure, vous êtes tombé raciste, puis là, finalement, veux-tu une couple de réfugiés? Ah non, c'est correct. Mais tu sais, il faut dire, et c'est important de le dire, c'est que, puis encore une fois, des fois, je dis ça en étant un peu pince sans rire aux collègues dans le reste du Canada. Bon, premièrement, au Québec, il faut le dire, ces débats-là, on les a depuis longtemps. Ouais. Là, le Canada est obligé d'avoir des débats qu'ils n'avaient pas. Ouais. Ils n'avaient pas ces débats-là. À la fois politiquement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Par contre, ce que je dois dire, c'est que ils trouvent encore quelques-uns, pas tout le monde, trouvent encore la façon de présenter ce débat-là d'une façon différente. Oui, mais vous, c'était des questions culturelles. Nous, c'est juste du logement. Il n'y a pas assez de logement.
Donc, tu sais, nous, c'est sur des principes, alors que vous, non. Les autres, c'est juste économique, c'est ça. Oui, exactement. Alors que c'est pas que économique ni là-bas, puis ici, c'est pas que culturel non plus. Il y a aussi un angle économique. Donc, voilà. Fait que c'est ça, non, c'est intéressant parce que, puis je pense que tu as mis le doigt dessus. Le Canada, en ce moment, est en train de se poser un paquet de questions que le Québec se pose, puis qui ne comprenaient pas pourquoi le Québec se posait. Puis on dirait que, parce que je pense qu'il y a vraiment eu, je ne vais pas dire un laisser-aller, là, mais il y a vraiment une volonté de dire, bah, finalement, regarde l'immigration, on va en prendre autant qu'on en veut, puis va aller de même. Puis là, ça a comme déstabilisé le régime. Puis là, le Canada est comme, oh, on n'était peut-être pas habitué d'avoir autant de monde que ça. C'est tout l'enjeu. Puis bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails politiques, mais il y a tout l'enjeu de l'immigration temporaire qui a créé toutes sortes d'enjeux aussi, que ce soit pour les universités, pour les industries, pour les entreprises. Et là, il y a comme maintenant une dépendance à ce travail-là, hein, dont le système va avoir de la difficulté à se remettre. Et il y a eu des enjeux là, au niveau politique de gens qui l'ont échappé, pour être bien honnête. Et donc là, combien de temps ça va prendre pour que, tu sais, je te disais les lignes sur oui, il y a trop d'immigrants, non, il y a trop d'immigrants. On était stable pendant 20 ans, puis là, en 3 ans, ça s'est croisé. Combien de temps ça va prendre à ce que ça revienne, ce que c'était, comme c'était dans les années 2000, je sais pas. Je pense pas que ça va changer aussi facilement que que le changement qu'on vient de vivre. C'est intéressant parce que j'écoutais justement. C'est intéressant de voir comment les Anglais réfléchissent, les Canadiens réfléchissent à ça. Puis j'écoutais The Bridge avec Peter Mansbridge, je pense que c'est Gerald Butts puis James Moore qui en discutaient. Puis c'était le constat qu'il faisait aussi qu'il y avait comme toujours eu un consensus bipartisan, ou en tout cas dans toutes les parties, que l'immigration, c'est une chose positive. Puis que là, pour la première fois, il y a des partis qui sont en train d'explorer l'option de dire peut-être qu'on devrait arrêter de prendre des immigrants, on devrait réduire le nombre d'immigrants. Puis là, je me dis, est-ce qu'on va se ramasser un jour à un stade où on va faire un peu comme dans la course en ce moment, à la chefferie de la CAQ, là, on est comme, OK, 45 000 immigrants, OK, non, 55 ou 77. Bien, déjà, tu vois, on l'a déjà vu dans la dernière campagne. Dans la campagne fédérale qui vient juste de se passer, tu sais, nous, on est habitués maintenant au Québec. Est-ce que tu me diras, est-ce que c'est une bonne utilisation du temps d'antenne? Pas toujours, mais il faut que tout le monde ait un chiffre. C'est combien d'immigrants? Chaque campagne, depuis, disons, peut-être 2, 3 campagnes, c'est ça. C'est quoi le chiffre? Bien, aux dernières élections fédérales, il y avait ça. Il y avait chaque parti présentait c'est quoi le chiffre. Et donc, je pense que ça, c'est là pour rester. Là, il reste à voir politiquement, est-ce que le Parti conservateur, ce qui est le cas, qui était le cas en Europe, dans les autres pays occidentaux, c'est souvent le Parti conservateur qui va prendre le flambeau un peu, disons, de restrictionniste, là, pour le nommer comme ça. On va voir si le Parti conservateur va vraiment prendre ce flambeau-là ou pas, ça reste à voir. Puis ça va avoir un impact aussi sur où est-ce qu'on s'en va dans ce débat-là dans le reste du pays. Oui, parce que, tu sais, j'ai reçu Maxime Bernier sur le podcast. Lui, il a une position claire, un moratoire total sur l'immigration. Je pense pas que les partis plus mainstream adopteraient une position comme ça, mais il pourrait y avoir, on va restreindre. Puis là, mais c'est sûr que là, ce qui va être particulier avec ça, puis là, on sort un peu de... On parle un peu de politique, là, mais c'est que le tissu social canadien, si tu regardes des grandes villes, Toronto, ou la région de Toronto qui est importante pour gagner des élections fédérales, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur du pays, mais quoique, je pense que même dans les sondages, en général, les gens qui sont nés à l'extérieur du pays peuvent être très anti-immigration. Tout à fait, aussi. c'est ce que j'allais te dire. On le voit là, dans ce mouvement-là qu'on vient de remarquer, ça vient aussi beaucoup des communautés culturelles elles-mêmes, qui ont aussi de la difficulté à se loger ou à trouver un emploi dans certaines circonstances. Parle-moi un peu du Centre d'excellence de la Fédération canadienne. C'est quoi cette bébête-là? Bien, en fait, le Centre d'excellence fait partie de l'Institut de recherche en politique publique, l'IRPP. L'IRPP, comme tel, c'est un think tank, un groupe de réflexion qui existe depuis plus de 50 ans, qui est basé à Montréal, qui est indépendant, non idéologique, qui fonctionne vraiment là, comme un centre de recherche universitaire, je dirais. Puis pourquoi il est indépendant? C'est que quand il a été créé en 1972, il a été créé par du financement du fédéral, de 7 provinces et du privé, qui ont mis de l'argent dans un pot. C'était pas du financement annuel, là, c'était vraiment un montant. Ce montant-là a été investi, c'est un fonds de dotation. Donc, l'IRPP opère avec un fonds de dotation. Donc, on n'a pas besoin de contrat, on n'a pas besoin de financement externe, pardon. Et donc, le Centre d'excellence fait partie de l'IRPP comme centre de recherche permanent sur les questions de fédéralisme, au sens très large. C'est-à-dire que
oui, on va parler de questions de relations intergouvernementales. Bon, tu parlais d'Olivier Jacques qui était sur ton balado. Olivier a publié avec nous sur des questions de fédéralisme fiscal très poussé. On a un papier, entre autres, de Marcelin Joannis qui est à l'Université de Montréal, qui a travaillé sur la commission Séguin. Là, on remonte, là, mais en tout cas sur le déséquilibre fiscal, entre autres. Donc, on va toucher à ces questions-là, toucher même aux questions de machinerie du gouvernement, comment ça fonctionne, les relations intergouvernementales, vraiment sur le terrain. Mais, comme je le disais, moi, mon background personnel, c'est vraiment en méthode quantitative et en sondage. Et donc, on a une grosse partie opinion publique sur les questions relatives au fédéralisme. Et donc, ce dont on a discuté là, ça vient en grande partie de ce sondage annuel-là qu'on fait, qui s'appelle Confédération de demain, qui est un partenariat entre le centre de recherche, entre le Centre d'excellence sur la Fédération canadienne et d'autres groupes similaires à travers le pays. Mais c'est vraiment dirigé par moi et Andrew Parkin à l'Institut Environics qui est en Ontario. Et donc voilà, on s'intéresse à ces questions-là, on les étudie d'une façon très, très, très appliquée. Tu sais, je disais, on fonctionne comme un centre de recherche universitaire, mais notre volonté n'est pas de publier dans des revues spécialisées. Là, vraiment, nous, c'est d'informer les gouvernements, que ce soit au fédéral ou dans les provinces, sur les questions relatives aux relations intergouvernementales et au fédéralisme. Puis je dois te poser la question pour tous mes auditeurs souverainistes qui vont me reprocher de ne pas l'avoir posé. Est-ce que Mark Carney t'appelle pour te donner des commandes politiques une fois de temps en temps? Non, bien exactement. Puis tu sais, c'est intéressant parce que, bon, le centre a été créé en 2018 parce que... dans le budget 2018, le gouvernement fédéral a donné un nouveau montant pour que le centre soit créé, mais ce montant-là, on l'a. Okay, donc, c'est pas, il est placé, il fait partie du fonds de dotation, et donc, nous, il n'y a personne, on n'est pas redevable à aucun gouvernement sur ce qu'on fait. Puis même, on essaie vraiment d'approcher les questions de fédéralisme d'un point de vue, en anglais, on dit « evidence-based ». Puis c'est vrai pour les relations intergouvernementales aussi. Il y a une façon optimale d'organiser les choses pour la fédération, puis essayons d'aller vers ça. Donc, voilà. Puis le côté fédéraliste de la chose, c'est quoi les sujets d'intérêt en ce moment dans le monde fédéraliste? Là? C'est quoi les... Bien, il y en a plein. Il y en a une, entre autres, qui était vraiment pas sur notre radar puis qui est devenue très, très, très importante, c'est le commerce interprovincial. Ah, ouais. Suite aux tarifs et aux problèmes avec les États-Unis, les gens qui travaillaient sur ce dossier-là, qui étaient très nichés, n'arrêtaient pas de dire il y a des gains à faire, pour l'économie, ça serait bon, mais il n'y avait aucun intérêt, c'était très technique. Et là, soudainement, Trump arrive, les tarifs, le low-hanging fruit, comme on dit en anglais, le fruit le plus bas à aller chercher, ça serait de libéraliser le commerce interprovincial. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. Entre autres, en essayant on a aussi un des trucs qu'on a fait, puis c'est l'ancien premier ministre Philippe Couillard qui a écrit un papier pour nous, mais vraiment un papier là, de recherche, pas un papier d'opinion, présenter la position du Québec, parce que ce qu'on entendait souvent dans le reste du Canada, c'est une des raisons pour lesquelles on ne libéralise pas plus le commerce au pays, c'est à cause du Québec. Mais il y a des raisons pour ça qui sont valables. Donc, je pense que oui, on peut libéraliser plus le commerce. La protection du français, probablement. Ouais. Exactement. Puis il y a d'autres trucs aussi, il faut le dire, là. Mettons, pour prendre un exemple, puis là, on est vraiment là, sur le terrain, là, au ras des pâquerettes. Un des problèmes dans le commerce interprovincial, c'est le camionnage. Puis c'est les règles différentes d'une province à l'autre, entre autres sur le poids des camions. C'est très de base, là. Mais le Québec ne veut pas lâcher de l'Est sur le poids du camion. Parce que l'état des routes fait dur. Puis on veut pas l'empirer. Donc, tu sais... Plus le camion est lourd, plus que ça... Bien, tout à fait, exactement. Ça endommage les rues. Puis c'est pas les routes, puis c'est pas exactement la même situation en Colombie-Britannique. Donc, il y a des enjeux vraiment qui sont très importants, qui peuvent paraître complètement anodins, mais qui sont très, très, très importants et qui représentent des freins au commerce interprovincial avec lesquels il faut probablement vivre. C'est-à-dire que là, il y en a eu de la libéralisation du commerce interprovincial dans les derniers mois comme il n'y en avait jamais eu. Mais on a comme fait le facile. On a géré ce qui était facile à faire. Puis là, on arrive au plus difficile. Le camionnage étant un bon exemple. On n'a pas encore parlé de gestion de l'offre, là, qui est un autre enjeu. Là, mais, donc voilà, c'est un enjeu sur lequel, moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, c'était pas du tout sur... Tu sais, quand j'ai commencé il y a 6 ans, le gros enjeu interprovincial qui est arrivé assez rapidement, c'était la COVID, qui a été très, d'un point de vue de recherche, intéressant. Mais là, donc, ça a été le commerce interprovincial en est un. Et là, ben, on se dirige tranquillement pas vite vers un autre moment qui
en tant que pays auquel on n'a pas été vraiment confronté depuis longtemps, qui sont des questions plus constitutionnelles. On a parlé tantôt de la nomination des juges, la décision de la Cour suprême sur la loi 21, qui, d'une certaine façon, n'est plus une décision sur la loi 21, mais une décision sur l'utilisation de la clause dérogatoire. Ça va changer. D'un côté ou de l'autre, je pense que ça va changer la fédération. Puis ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on a un premier ministre au fédéral actuellement duquel on ne connaît pas, on n'a pas une idée claire de c'est quoi sa théorie du fédéralisme canadien. Oui, c'est vrai, il n'a jamais parlé de... Donc, sa grande vision du fédéralisme canadien, on sent que c'est très, transactionnel présentement, tu sais, sur des projets économiques. On peut s'entendre avec l'Alberta sur une entente. On peut négocier avec la Saskatchewan sur certains trucs, avec le Québec, encore une fois, très transactionnel économiquement parlant. Mais quand va arriver des questions constitutionnelles, comme celle des juges, comme celle sur la clause dérogatoire, sa vision du fédéralisme, tu sais, on peut reculer en arrière pour avoir une idée claire. C'était quoi la vision du fédéralisme du gouvernement Harper, par exemple? Les provinces, faites ce que vous voulez dans vos champs de compétences. Ouais. Nous, on va s'occuper des nôtres. En tout cas, au début là, des années Harper. Ouais. Gouvernement Trudeau, complètement différent. Nous, on a un agenda social, politiquement très, 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 très expansionniste. Et donc, on a besoin d'aller dans les champs de compétences des provinces. Puis si vous ne voulez pas signer, bien, vous n'aurez pas l'argent. Peut-être sauf le Québec. Là, mais donc, une vision très différente. La vision Carney, on ne la connaît pas. C'est vrai, hein, parce que elle n'a pas été explicitée d'aucune façon. Je pense pas que c'est des trucs auxquels il pensait vraiment avant de se lancer en politique. Il y a pas mal de choses à gérer, ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était même pas un intérêt à lui, je pense, là, la relation entre les provinces et le fédéral. Là, je pense pas que c'était quelque chose auquel il s'est intéressé intrinsèquement. C'était pas nécessairement pertinent à la Banque du Canada. Non, exactement, tout ailleurs, à fait. Non, exactement. Puis c'est pas un reproche que je lui fais. Je pense que c'est pas de ce point de vue-là qui arrive. Mais là, il n'y aura pas le choix. Puis je trouve ça difficile de voir où est-ce que ça va s'en aller parce qu'on n'a pas cette idée générale-là de c'est quoi la théorie du fédéralisme de Mark Carney. Oui, parce qu'à date, la lettre pour les juges, c'est son ministre de la Justice qui a comme répondu on n'est pas intéressé à négocier de ça. Quoique. Ils sont supposés, apparemment. Il y a une obligation. Ils négocient déjà avec le Québec. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas le choix constitutionnellement, je pense, de négocier de bonne foi. Ça fait partie du processus. Là, après ça, pour le pipeline, là, on dit l'Alberta, toi, débrouille-toi avec on ne va pas l'imposer à On va pas l'imposer, mais comme arrangez ça entre vous autres. Puis sur la clause dérogatoire, le gouvernement fédéral a présenté son point de vue, que plusieurs ont déjà dit est plus ou moins valable. C'est un drôle. Mais ça n'a pas été développé sous Carney, ça. C'était déjà sous l'ancien gouvernement que le ministère de la Justice fédérale, parce que ce processus-là, la Cour suprême n'a pas commencé hier matin. Là. Bon, il n'a pas changé la position du gouvernement fédéral. Donc, il a fait le choix de ne pas attaquer la loi 21 elle-même. Exactement. Mais est-ce que ça nous indique clairement quelle est sa vision du fédéralisme? Pas vraiment. Donc, il va falloir voir. Puis il n'y aura pas le choix à un moment donné. Là, Est-ce que dans vos chiffres, vous évaluez l'appétit que les Canadiens auraient pour une négociation constitutionnelle ou c'est pas quelque chose que vous regardez? Non, puis ça dépend toujours c'est sur quoi. Hein? Ouais. C'est sur quel enjeu. Sur la clause de dérogation et sur qui devrait avoir le dernier mot, ça, c'est une question qu'on pose entre le Parlement et la Cour suprême, deux questions différentes. Les gens ont plus tendance à dire que la Cour devrait avoir le dernier mot puis que les gouvernements ne devraient pas pouvoir utiliser la clause dérogatoire. Mais encore une fois, c'est une question très difficile dans le sens où les gens, c'est pas quelque chose auquel les gens pensent tout le temps. Pas nécessairement la compréhension complète de l'implication. Tout à fait. Puis, tu sais, nous, on pose pas cette question-là en précisant quelle loi. Puis je pense que ça a un impact là, sur est-ce que oui ou non. Il faudra voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pose cette question-là à chaque année. Et donc là, le sondage des données dont je parlais date de la fin janvier, début février. Donc, avant les audiences de la Cour suprême. Puis nous, on est toujours sur le terrain au même moment, toujours fin janvier, début février. Donc, possiblement que l'année prochaine, on aura la décision de la Cour suprême sur la loi 21 quand on retournera sur le terrain poser cette question-là. Et donc, on pourra voir encore une fois si là, ça a changé entre qui devrait avoir le dernier mot puis est-ce que les gouvernements, les parlements devraient pouvoir utiliser la clause dérogatoire. Puis je te ramène aussi parce que tu l'as abordé brièvement. Est-ce que vous vérifiez le soutien au système de la gestion de l'offre? Ça, est-ce que vous l'avez regardé? Non, c'est pas quelque chose qu'on demande. Puis encore une fois, c'est un truc... je pense pas que ça dépend toujours comment on pose cette question-là. Ouais. Est-ce que vous êtes pour la gestion de l'offre
afin de protéger les fermiers du Québec? Ouais, c'est ça, mon Dieu. Ou est-ce que vous êtes contre la gestion de l'offre afin que votre lait et vos œufs coûtent moins cher? Tu sais, c'est comme, il y a les deux façons de présenter la question. Quand on explique, parce qu'une question sur la gestion de l'offre, c'est comme une question sur plusieurs autres enjeux plus complexes. Ça prend un préambule qui va expliquer qu'est-ce que c'est. Puis comment on présente la gestion de l'offre va avoir un gros impact sur l'appui ou non à la gestion de l'offre. Est-ce que tu comprends c'est quoi les produits qui sont visés par ça? Exactement. Puis es-tu d'accord pour le lait, mais pas d'accord pour les poules? Oui, c'est ça. Puis en terminant, les enjeux, basés avec toute la recherche que vous faites, là, les enjeux, disons, des 10 prochaines années au niveau du fédéralisme, ce seraient lesquels Ben là, ça écoutez, mène sur votre radar? C'est clair que... bon, j'ai pas de... Je vais donner deux réponses. Il y en a une, c'est un truc sur lequel on travaille présentement, qui est très, très, très technique, mais qui est nécessaire. Puis, tu sais, je peux pas dire quand est-ce qu'on va avoir des papiers là-dessus, parce que c'est un travail de longue haleine. La façon dont on fait les relations intergouvernementales au pays, ça n'a pas beaucoup changé en 20-30 ans, mais le pays a beaucoup changé. Donc, la façon dont on exerce vraiment là, dans les négociations entre les provinces, dans la façon dont sur différents dossiers, là, pas que ce soit l'environnement ou les finances, ou la façon dont la machine intergouvernementale fonctionne n'a pas beaucoup changé, n'a pas beaucoup évolué. Donc, je pense que ça mérite qu'on regarde pour voir est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter ça au contexte actuel. Donc, on est un peu en train de travailler là-dessus. Encore une fois, très, très, très technique. Par contre, à l'autre spectre, pas technique du tout, mais avec un potentiel très grand de je ne sais pas si rupture est le bon mot, mais on se dirige vers un futur où peut-être 2 provinces auront un référendum sur la souveraineté. Non. Au Québec et en Alberta. Il faut voir. Bon, en Alberta, je pense que ça va arriver. Au Québec, il y a d'autres étapes avant d'en arriver là, dont une en octobre prochain. Mais c'est sûr que pour un centre qui parle de fédéralisme, le fait que 2 provinces vont peut-être tenir un référendum sur la souveraineté, il va falloir s'y attarder. Comment encore, je ne sais pas trop, parce que c'est un peu difficile d'y aller du côté de la recherche sur ces questions-là. Mais pour la forme que la fédération prendra dans 20 ans, c'est sûr que cette possibilité-là de 2 référendums va avoir un impact. Je pense que le fait que la Constitution est cadenassée, qu'on n'a pas eu ces discussions-là depuis Charlottetown, je pense que là, il y a une discussion qu'il va falloir avoir. T'sais, où est-ce que ça va nous mener? Ça va être quoi les conclusions? Je ne sais pas. Mais il y a comme une discussion inachevée qu'il va falloir reprendre. Et peut-être que ces 2 référendums-là qui s'en viennent potentiellement, seront peut-être la bougie d'allumage de se réasseoir et de discuter, y compris avec les Autochtones en passant. Oui, parce que ce sont les grands oubliés. Là, qui ont commencé à embarquer dans le discours ou à arriver parce qu'on les a invités pour Meet chez Charlottetown, mais que si on se relançait dans ces grandes discussions-là, ben là, je veux dire, c'est obligatoire, ils doivent être là. Oui, parce que on a un Canada qui est différent. On a un Tout à Canada... fait. Et les villes, hein, puis ça, les villes aiment ça quand on dit ça, puis les provinces aiment moins ça, mais je veux dire, le rôle des grandes villes dans le pays a changé drastiquement, là. Et constitutionnellement, leur statut n'a pas changé du tout. Il demeure des créatures des provinces avec, où les provinces peuvent imposer des choses aux grandes villes comme Toronto, Montréal, Vancouver. Ils n'ont plus le même rôle dans le moteur économique du pays. Et donc, encore là, il y a des enjeux là, constitutionnels auxquels on ne s'est pas vraiment attardé. Oui, parce que je pense qu'il y a des villes américaines qui peuvent ils ont des impôts locaux. Là. Fait que tu sais, ça reste que c'est financé par l'impôt foncier au Canada puis par les parcomètres. Là. Donc, à un moment donné... Il commence à avoir des limites pour financer ton transport en commun. Exactement. Ou la crise de logement, les sans-abri, la crise des opioïdes, tous des enjeux que les villes n'avaient pas à gérer en 1980. Donc, il y a des discussions là, qu'on n'a pas eues depuis longtemps, ou qu'on a, mais on a à un niveau vraiment des politiques publiques, mais pas au niveau fondamental de comment le pays fonctionne. Donc... Intéressant. Fait que si on se résume essentiellement, puis je reviens à la première question que j'ai posée, les gens ont une appartenance canadienne à travers le Canada, mais au Québec également. Puis il faut toujours faire attention aux statistiques, surtout sur la souveraineté du Québec, parce que ça dépend comment la question est posée. Il y a des gens qui vont voter oui ou non à un référendum, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne se considèrent pas canadiens, c'est juste la façon que la question est posée. Exactement, mais puis je dirais, tu sais, du côté, si je voulais calmer les ardeurs souverainistes, je dirais, tu sais,
il y a seulement que 20 quelques % des Québécois qui se définissent premièrement comme souverainistes. La plupart sont quelque part entre les deux. Les intentions de vote pour le Parti québécois, c'est pas des intentions de vote, c'est pas un vote pour le référendum. Mais à l'inverse, si je voulais tempérer les fédéralistes, je dirais, ouais, mais les gens qui sont pas souverainistes, ils sont pas fédéralistes non plus, ils sont quelque part entre les deux. Fait que vous aussi, vous avez un travail pour les convaincre d'aller de votre côté. Ouais, je pense puis c'est ce que je reproche un peu au mouvement fédéraliste depuis 1995, c'est qu'on dirait que par crainte d'un autre référendum, on s'est un peu caché derrière une position de, pas de référendum. Mais c'est beau, là, tu veux pas de référendum. Puis d'ailleurs, je pensais pas citer Guillaume Rousseau dans ma vie, mais Guillaume Rousseau le disait ça. Si tu veux pas de référendum, c'est beau, mais tu proposes quoi? Il y a des problèmes qu'il faut adresser. Fait que je pense qu'on va avoir cette réflexion-là à avoir. Puis c'est sûr qu'il y a le risque que ça marche mal, puis que les négociations virent au vinaigre, puis qu'on a un autre référendum en 2035 à cause de l'échec de l'accord de Calgary. Mais il faut qu'on essaie de le régler un jour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. À la semaine prochaine.